Donc, nous avons vu que le gouffre des siècles qui sépare les chansons de geste des événements anciens dont elles gardent un souvenir très vague et très déformé, mais tout de même un souvenir tenace, que cela a fasciné les philologues et les historiens depuis l'origine des études médiévales, et ça nous a conduit à nous demander comment l'histoire est devenue poème, comment la mémoire historique s'est déformée et comment elle a subsisté, comment les poèmes ont pris corps, à qui rapporter ces changements et toujours quel est le nom du poète. Et c'est une question non pas telle que nous la formulons et qui nous permet de revisiter la problématique, mais la question naturellement du rapport entre l'événement et le poème est la première qui s'est posée aux philologues et aux historiens. Et donc je rappelle très brièvement les deux grandes directions dans lesquelles des théories ont été élaborées, puisque c'est à partir d'elles que nous poserons notre propre question. En 1865, dans son Histoire poétique de Charlemagne, qui est le premier livre philologique sur la question, Gaston Paris élabore dans un premier temps une théorie des cantilènes, comme il dit. L'histoire poétique de Charlemagne est en fait l'histoire des poèmes consacrés à Charlemagne. C'est une histoire littéraire. Et l'idée de Gaston Paris, c'est que après les grandes invasions, après le grand brassage de ces invasions, au moment où une identité nouvelle des peuples de l'Europe se fait jour, il y a toujours ce substrat romantique, entre guillemets, derrière cette théorie. Donc, après les grandes invasions, se serait fait jour la conscience d'une nationalité nouvelle à travers une activité poétique, reflet du sentiment national, encore une fois, toujours la théorie romantique. Cette poésie, qui aurait été lyrique par sa forme, une poésie chantée, une poésie formulaire, une poésie à refrain, aurait été épique par ses sujets et se serait attaché à garder la mémoire des grands événements guerriers qui agitaient le monde d'alors. Et elle se serait traduite par des cantilènes portant sur les événements historiques. Cantilena est le mot qu'emploie le latin médiéval pour désigner les chansons vernaculaires. Donc les chansons qui, vues du latin médiéval, sont des chansons populaires, mais qui ne le sont pas forcément dans tous les sens du terme. J'avais parlé la dernière fois de ce témoignage de Guillaume de Malmesbury qui dit qu'à la bataille de Hastings, le jongleur Taillefer a entonné la chanson de Roland pour donner du courage aux combattants, et il dit Tunc Rotlandi cantilena incoata, alors la chanson de Roland ayant été entonnée, et c'est la cantilena Rotlandi. Je rappelle que, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, que c'était l'époque où l'on pensait que les poèmes homériques sont formés d'une collection de courtes pièces populaires tardivement réunies sous l'apparente cohérence d'une longue épopée. Eh bien, de la même façon, et sur ce modèle, Gaston Paris imaginait que des cantilènes brèves avaient fini par être cousues entre elles pour donner naissance aux chansons de geste, ce qui expliquait à ses yeux justement le relatif décousu des chansons de geste, des successions d'épisodes apparemment pas toujours bien reliés entre eux, quelquefois la brièveté du récit qui court la poste pour raconter 1000 choses. Nous en verrons des exemples. Donc, ça en 1865. Mais dès 1884, le grand philologue italien Pio Raena,
R-A-J-N-A, Pio comme tous les papes Pie et Raina. Pio Raina a fait observer, d'une part, que les chansons de geste elles-mêmes, telles que nous les connaissons, n'ont rien de populaire, puisqu'elles exaltent l'aristocratie guerrière, et d'autre part, que nous ne connaissons en fait pas une seule cantilène, et qu'il n'en a très probablement jamais existé. En revanche, ce qui existe à coup sûr dès l'époque carolingienne, c'est l'épopée germanique. Nous n'avons qu'une preuve de l'existence des cantilènes, et pour qu'il y ait eu des cantilènes romanes à la fin de l'été 778, au retour, pour ceux qui revenaient, de la bataille de Roncevaux, il aurait fallu que les langues romanes existassent vraiment en 778. Or, c'est le moment où, de la transition entre le latin parlé et une langue qu'on peut considérer comme nouvelle, mais rien ne dit qu'il y avait des compositions qui circulaient comme ça dans une langue qui était perçue comme quelque chose de différent du latin. En revanche, dès l'époque carolingienne, existe l'épopée germanique. Nous en avons, là nous en avons la preuve, nous en avons des témoignages, et c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, coule de source. Si cette littérature épique est née dans le monde carolingien au moment de l'événement, c'est-à-dire à peu près à l'époque de Charlemagne, eh bien, Charlemagne, enfin bon, c'est ce qu'on dissimule en France, mais Charlemagne était de langue germanique. Et c'était des gens qui étaient de langue germanique. Alors, supposer l'existence des cantilènes romanes, dit Pio Raina, ce n'est qu'un moyen de masquer ce que les chansons de geste romanes doivent certainement aux épopées germaniques qui les précèdent. Si on ne veut pas reconnaître cette filiation, à ce moment-là, on imagine à l'intérieur du monde roman qu'il y a eu ces courts poèmes, etc., absolument perdus. Mais ce n'est qu'une supposition. Alors, peu de temps après, en 1888, Gaston Paris s'est rallié au vu de Pio Raina. Il a gardé ses idées générales sur les chansons de geste, mais il a dit en effet, il y a d'abord l'épopée germanique. Tous les savants dans nos disciplines ne sont pas capables de ce genre de retournement, ou de reconnaître l'apport d'un collègue qui modifie profondément ce qu'on a dit soi-même. Et Gaston Paris était, non seulement c'était un grand savant, mais c'était un homme sympathique et c'était un homme élégant. Je ferme la parenthèse. Et non, plus je vais et plus je le connais, plus j'ai de sympathie pour Gaston Paris. Mais pendant longtemps encore, à cette époque de rivalité et de conflit franco-allemand, le débat est resté marqué par des arrière-pensées politiques. Si on considère qu'il y a eu une activité poétique dès l'événement, que la mémoire de l'événement s'est conservée tout de suite à travers des poèmes. Si on considère qu'il y a eu une activité poétique contemporaine de l'événement, à ce moment-là, c'est faire remonter les chansons de geste à l'époque carolingienne, et c'est nécessairement le reconnaître une origine germanique. Voilà. Si on y voit une création du XIe siècle, et si on imagine que entre l'événement et les chansons de geste, il y a eu un silence poétique, et que pour des raisons qui restent à expliquer, il y a eu, non pas une résurgence, une création poétique
gardant peut-être la mémoire des événements, mais une mémoire fondée sur autre chose que des poèmes, une création poétique de toutes pièces au XIe siècle, à ce moment-là, c'était en faire un genre, on faisait des chansons de geste, un genre purement français. Purement français, purement roman. Mais effectivement français, puisque les premiers témoignages sont en langue d'Oïl, et puisque la chanson de geste est un genre qui s'est surtout développé en langue d'Oïl, les efforts pour lui donner, comme la poésie lyrique des origines de Languedoc, sont tout de même un peu tirés par les cheveux. Alors, cette seconde attitude, cette seconde position, qui consiste à dire qu'il n'y a eu aucune activité poétique avant la fin du XIe siècle, donc les chansons de geste sont françaises, c'est l'attitude de Joseph Bédier, donc le disciple à la fois fidèle et infidèle de Gaston Paris, hein, qui publie les 4 volumes de ses légendes épiques entre 1908 et 1913. 4 volumes, donc c'était après la mort de Gaston Paris, mort en 1903. Bédier, malgré l'opposition de Paul Meyer, lui avait succédé dans la chaire du Collège de France, et Bédier s'était imposé comme une personnalité à la fois scientifique, mais aussi littéraire et on dirait aujourd'hui médiatique importante, parce qu'il avait publié, d'ailleurs du vivant de Gaston Paris, en 1900, je crois, son adaptation ou sa réécriture de Tristan et Iseult, qui avait connu un succès immense et qui, quand on regarde aujourd'hui les best-sellers du XXe siècle, sur l'ensemble de la littérature française du XXe siècle, le Tristan et Iseult de Bédier se situe très haut. Donc, c'était quelqu'un qui avait une très grande autorité. Et donc, il publie ces 4 volumes des légendes épiques, et pour lui, le poète est premier. Alors, il ne se cachait pas d'avoir des préjugés, enfin, qui devenaient ensuite, selon lui, qui étaient ensuite étayés par la démonstration scientifique, mais des préjugés, sinon politiques, du moins patriotiques, puisqu'il disait, si je devais reconnaître que les chansons de geste remontent à l'époque carolingienne, j'aurais l'impression de livrer la chanson de Roland aux Allemands. Il disait ça au moment de la guerre de 14. Et d'ailleurs, enfin, parenthèse, ça c'est pas le meilleur côté de Bédier. Pendant la guerre, alors, on dirait Gaston Paris avait fait, remplaçant une année son père, Paulin Paris, qui était son prédécesseur au Collège de France. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'âge de retraite, donc à l'époque, les professeurs étaient fatigués et se faisaient remplacer. Et Paulin se faisait remplacer par son fils Gaston, c'était commode. Et Gaston avait remplacé Paulin en particulier pendant la guerre 70 et en 1871. Et il a fait prononcer une leçon inaugurale sur la chanson de Roland dont Paris a siégé. C'est une leçon inaugurale qui a une certaine allure. Bédier, pendant la guerre de 14, a écrit une brochure qui n'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux sur les atrocités allemandes. Vous savez, il y avait toutes sortes de récits plus ou moins véridiques qui couraient sur les atrocités allemandes et qui jetaient de l'huile sur le feu, en fait. Alors, Bédier a écrit une brochure là-dessus, et Barrès lui a dit vous serez des 40. Et effectivement, tout de suite après la guerre de 14, il a été élu à l'Académie française. Et enfin bref. Donc, pour toutes ces raisons, Bédier tenait à sa théorie, et pour lui, le poète est premier. Les chansons de geste sont fondées sur des thèmes poétiques plutôt que sur des souvenirs historiques, et loin d'être le produit d'une création continue et le fruit d'une tradition, elles sont créées de toutes pièces par des poètes qui sont parfaitement conscients de leur art. Alors, vous voyez que ces
je lui fais tort en insistant trop sur les préjugés patriotiques, parce qu'il y a aussi, et peut-être d'abord, une idée et une sorte de haute idée de la poésie pour quelqu'un qui a eu 20 ans dans les années 1880, donc quelqu'un qui a été probablement dans sa jeunesse nourri de poésie romantique, qui est de la génération post-baudelairienne, qui vit dans le monde du symbolisme, qui s'intéresse, qui a véritablement un goût littéraire, quelqu'un qui a par son éducation et ses goûts, est un homme du sacre du poète, comme dirait Bénichou, donc qui se fait une idée très haute de la fonction poétique et du rôle du poète. Et dans le refus de la théorie romantique ou des théories néo-romantiques d'une élaboration progressive des poèmes, une élaboration anonyme, une élaboration collective, non pas en ce sens qu'on se met à 36 pour composer un poème, mais en ce sens que chacun a le droit de toucher au poème et de le faire évoluer. Dans la résistance à cette conception, il y a aussi la résistance de l'homme pénétré par le goût de la poésie et persuadé que c'est le génie du poète qui fait le poème. Mais l'aspect, donc il avait besoin d'un seul poète pour chaque poème. Et il avait besoin de pouvoir, sinon mettre un nom, dire quel est le nom du poète, du moins de pouvoir se dire, derrière ce poème, je reconnais une personnalité, la patte d'un poète, d'un créateur qui ne ressemble pas aux autres et qui a quelque chose de particulier. L'aspect le plus original de sa théorie est cependant ailleurs. Enfin, non. Peut-être est-ce là l'aspect le plus original. Mais enfin, il y a un autre aspect qui est peut-être veut étayer scientifiquement la théorie et qui a le plus marqué. Et cet aspect apparaît dès les premiers mots de son ouvrage. Bédier est un homme d'un grand talent littéraire et c'était un styliste. Et ses idées n'étaient peut-être pas toujours justes, mais elles étaient portées et elles étaient convaincantes par le fait que c'était un écrivain, Bédier. Et donc la première phrase de ces 4 volumes des légendes épiques, c'est « Au commencement était la route jalonnée de sanctuaires. Avant la chanson de geste, la légende, légende locale, légende d'église. » Et tout le livre est là. L'idée est que sur les routes des pèlerinages, pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, pèlerinage de Rome, les sanctuaires et les monastères exposaient les reliques de héros et de martyrs, des saints locaux, en somme, pour attirer les pèlerins. Les pèlerins faisaient leur pèlerinage pour gagner leur salut, mais ils avaient le sentiment qu'ils augmentaient leurs chances si, en marge du pèlerinage principal, en route, ils allaient faire une petite prière ici ou là, là où il y avait quelqu'un d'influent. Et en même temps, il y avait la curiosité du voyage et le goût d'entendre des histoires, d'apprendre des choses en route, rattachées aux endroits qu'ils traversaient. Et d'ailleurs, dit Bédier, la chanson de Roland atteste, dans la laisse 267, qu'on pouvait voir l'olifant de Roland à Saint-Seurin de Bordeaux.
Il y en a aussi à Toulouse. Enfin, bon. Mais enfin, la chanson de Roland, c'est celui de Bordeaux, puisque la chanson de Roland ne parle que celui de Bordeaux, à Saint-Seurin, et qu'on pouvait voir son tombeau à Blaye. C'est-à-dire que la chanson de Roland invite les pèlerins, c'était sur l'un des chemins de Saint-Jacques, à s'arrêter à Blaye et puis à Bordeaux, s'ils descendent à Saint-Jacques, pour voir ces reliques rolandiennes. Charlemagne, revenant tristement avec le corps de Roland, dépose d'abord pourquoi l'Olifant à Saint-Seurin, et puis au moment de traverser, non, c'est de l'autre côté. Il franchit quand même la Gironde avec le corps, puis finalement il trouve que c'est beaucoup, et il le laisse à Blaye. Bon. Et donc, cela confirme, selon Bédier, qu'il y avait de telles reliques et que cela intéressait les pèlerins. La chanson de Roland s'y réfère comme un témoignage de son authenticité et comme quelque chose d'intéressant. Alors, dit Bédier, il a suffi d'un poète génial, mais un seul poète, et un poète génial, pour donner vie à ces récits dispersés qui avaient été collectés sur les chemins de Saint-Jacques ou, pour d'autres chansons de geste, sur le chemin de Rome. D'ailleurs, l'idée n'était pas totalement nouvelle, elle avait déjà été émise par un savant allemand, Philipp August Becker, en 1896. Mais en 1907, Bédier l'étoffe et il ajoute que, parce que où ce poète génial trouve-t-il sa matière? Et il ajoute qu'il y a là, de la part des clercs, un effort délibéré de propagande en faveur des divers sanctuaires. Les clercs ont lu par exemple le récit de la mort de Roland dans la Vita Caroli d'Eginhard, dont nous parlions la dernière fois. Au retour, l'empereur éprouve quelque peu, oui, il y a les Basques attaquent les bagages, dans cette bataille meurt le sénéchal Aiguillard, Anselme comte du Palais et Roland duc de la Marche de Bretagne, et ils ont inventé l'histoire des reliques rolandiennes pour les montrer aux pèlerins et faire de la publicité à leur église. Vous voyez, ce serait un coup de com', en somme, qui aurait provoqué la naissance des chansons de geste. Les clercs de ces différentes, ou les moines, savent qu'il s'est passé quelque chose à Roncevaux, etc. Ils disent, tiens, on va exploiter ça. Et alors, ils exposent ces reliques. Et ils soufflent l'histoire à un poète en lui fournissant les documents nécessaires pour l'exploiter. Et le poète écrit son poème. Et à partir de là, oui, le poète écrit de toutes pièces la chanson de Roland. De même, dit Bédier, parce qu'il passe en revue toutes les chansons de geste, enfin tous les cycles épiques, dans les moines de Gélone, donc de Saint-Guillaume-le-Désert, étaient en rivalité avec les moines d'Aniane et en situation d'infériorité parce que Aniane était une fondation plus ancienne. Alors, ils auraient exploité la légende de leur belliqueux fondateur, le Girard, comte de Toulouse, Girard Fierbras, et qui, d'ailleurs, d'autre part, il y a une chanson de geste de Fierabras, et il propose ainsi au poète le personnage de Guillaume d'Orange. Les moines de Vézelay auraient fait la même chose avec Girard de Roussillon, etc. Il n'y aurait donc rien eu avant la fin du XIe siècle. S'il a existé une chanson de Roland avec celle d'Oxford, ce ne pouvait être qu'une ébauche grossière. Alors, Bédier a été obligé de lâcher, mais très peu, mais un tout petit peu de terrain, parce qu'il a vécu assez vieux pour voir qu'il y avait des couples Olivier et Roland dans la France entière, pendant tout le XIe siècle, etc. Alors, sa réponse est quand même astucieuse. Il dit oui, mais c'est toujours l'aîné qui s'appelle Olivier. Pourquoi ?
Eh bien, dit-il, parce que, bon, il y a peut-être une histoire, etc. Et naturellement, comme Roland, finalement, a tort de refuser de sonner du corps au début et d'accepter à la fin, c'est Olivier qui a raison. Donc, dans le premier poème, le héros était Olivier, et Roland, le second, est un peu le repoussoir. Mais il y a eu un poète génial qui s'est dit, voilà, un héros parfait, ce n'est pas intéressant. Et la perfection de Roland, c'est dans ce sens sacrificiel, suicidaire, en quelque sorte. Non, je ne sonnerai pas, et puis au dernier moment, je sonne, alors que je sais que nous allons tous mourir quand même, etc. Et alors, il a trouvé ça, et il a écrit la chanson de Roland. Ce qui est magnifique, mais peut-être anachronique. Donc, pour lui, le Roland d'Oxford est une création entièrement personnelle, écrite d'un bout à l'autre par Turol, donc c'est un signataire énigmatique, je vais y revenir dans un instant, 3 siècles après l'événement de Roncevaux et sans intermédiaire poétique entre-temps. Et de la même façon, toutes les autres chansons de geste seraient nées de légendes d'église, comme il le dit. Et à partir de là, alors on a appelé la théorie de Joseph Bédier l'individualisme, puisqu'il y avait un seul poète, et en face, la théorie qui défendait une élaboration poétique progressive a été dite traditionnaliste, et puis néo-traditionnaliste, avec le grand philologue espagnol Don Ramón Menéndez Pidal, qui a écrit, mais longtemps. Alors, la supériorité de Pidal, c'est qu'il était un peu plus jeune que Bédier, mais surtout, il a vécu. Il est très vieux, il a vécu centenaire, enfin il est mort la veille de ses 100 ans, et jusqu'au bout, il était combatif, Ramón Menéndez Pidal. Et donc il a écrit, alors que Bédier était mort depuis longtemps, Bédier est mort en 1938, je crois, la chanson de Roland et la tradition épique des Francs, qui a été traduit en français, et qui est une réponse à Bédier très articulée, avec l'avantage d'avoir des éléments que Bédier ne connaissait pas. Mais en France, en tout cas, ça n'a pas suffi à abattre Bédier, du moins tout de suite. Alors, naturellement, Pidal exploite les couples Olivier-Roland, il exploite la Nota Emilianense, n'est-ce pas, ce texte dont j'avais parlé, qui, plusieurs décennies avant la chanson de Roland, pratiquement raconte l'histoire et cite les héros épiques et les noms des héros de chansons de geste. Il exploite des témoignages iconographiques, la croix de Roland au port de Cise, enfin toutes sortes de témoignages. Et alors, il y a un débat qui a eu une grande importance, c'est que je vous ai dit que le Roland d'Oxford est la version conservée la plus ancienne, mais qu'il y a d'autres versions qui sont à la fois semblables et différentes, plus longues, celle de Venise 4, celle de Venise 7 et Châteauroux, celle du manuscrit de Lyon, celle du manuscrit de Paris. Et Bédier a besoin de ce qu'il appelle la précédence d'Oxford. Un poète génial, considère que c'est Turold, qui écrit la chanson de Roland, puis ensuite il y a des abattardissements. Et Pidal, alors il considère qu'il a besoin de la précédence d'Oxford. Pidal considère que pour que le traditionnalisme l'emporte, ou le néo-traditionnalisme, il faut montrer que Oxford n'est pas si bien que ça, n'est pas tellement mieux que les autres. Et donc, Ramón Menéndez Pidal déploie beaucoup d'énergie pour montrer que V4 est mieux qu'Oxford. Bon. Et donc, alors du coup, c'est très intéressant parce que c'est un choc d'explication de texte entre les deux sens, pour montrer quel est le plus beau poème. C'est très très bien, ce sont des esprits remarquables. Et en réalité, ce n'est pas absolument nécessaire parce que Bédier pourrait avoir raison et que
après le Roland d'Oxford, il y a eu la version de V4 et ses qualités, elle aussi. Après tout, pourquoi pas, et Pidal peut avoir raison, hein, et que, bien que globalement la théorie traditionnaliste soit juste, il y ait eu une version supérieure aux autres, une version où effectivement se marque la patte d'un grand poète. Ça n'empêche pas qu'il y a eu une tradition poétique continue depuis l'événement. Et je dois dire que c'est ce que j'ai tendance à penser. Pour ma part, il me semble qu'il y a effectivement pour autant que ces arguments ne soient pas très fragiles, une supériorité poétique de la version d'Oxford. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est née comme ça, que la chanson de Roland est née comme ça du poète d'Oxford et qu'il n'y avait rien avant. Alors, vous voyez, la théorie des cantilènes suppose l'anonymat des poètes. Et est-ce qu'on peut imaginer de plus proche d'une création collective, puisque la collection des cantilènes anonymes, produite par des auteurs, si on peut dire, divers, une fois rassemblés, produit la grande œuvre. C'est une théorie typiquement romantique. Et, encore une fois, c'est l'application au Moyen-Âge de la théorie en vogue à l'époque touchant la constitution des poèmes homériques. Du coup, même une fois les cantilènes elles-mêmes passées par profits et pertes, la discussion s'est focalisée sur le poète, avec l'idée que si l'on pouvait déceler la personnalité et le talent d'un poète génial, Joseph Bédier avait raison, et que dans le cas contraire, Ramón Menéndez Pidal, puisque les années passant c'était lui l'adversaire, l'emportait. Et tel était l'enjeu, par exemple, du débat sur Turold, sur lequel nous allons revenir. Oui, Ramón Menéndez Pidal, j'aurais pu le connaître à la rigueur. Et il a dû mourir en 67 ou 68 par là, et je dis, il avait 100 ans. Donc il était, oui, Bédier devait être né en 64, je crois, et 1864, et Pidal devait être né comme ça, vers 67, 68, ils étaient de la même génération. Donc c'est pour ça que Pidal, 20 ans, 25 ans après la mort de Bédier, avait l'impression de combattre encore un adversaire proche. Bon. Mais même dans le cas des chansons de geste, pourtant, même s'agissant de ces poèmes qui sont supposés s'enfoncer dans la nuit primitive des origines de la poésie parce qu'on les voit s'enfoncer dans les ténèbres d'une mémoire historique obscure, la présence du poète dans l'œuvre est un procédé littéraire usuel. Et le nom du poète est parfois cité. Ce qui est unique, nous allons voir dans le cas de Turold, dans la chanson de Roland, c'est qu'il apparaît au dernier vers et que ce dernier vers est extrêmement ambigu. Et on peut le comprendre de 1000 façons, enfin, ou de plusieurs façons, pas de 1000, mais enfin de plusieurs. Bon. Et tandis que ailleurs, dans les autres cas que nous allons voir, le poète donne son nom, ou un nom du poète, ou un nom lié au poème, à sa composition, à sa diffusion, enfin, est cité, mais au début du poème et dans un contexte traditionnel du début des chansons de geste, écouter une bonne chanson, etc., les autres ne la savent pas, moi je sais bien, etc. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord présenter, bon, ça c'est un état de la question, ça, rien d'original, le point sur Turold, et ensuite montrer que des cas qui attirent moins l'attention parce qu'ils paraissent beaucoup plus banals ou qu'ils paraissent
peut-être à tort ne pas poser de problème, peuvent éclairer, en fait, comme rétrospectivement, c'est le cas un peu plus récent, le cas de Turold. Et c'est pourquoi nous verrons le cas de Jean Baudel et surtout, enfin, parce que là, il n'y a pas de mystère, mais on voit comment procède un poète dans divers genres poétiques au regard de son propre nom, et puis le cas de ce trouvère ou jongleur dont on ne sait rien d'autre que le nom, mais auquel se réfèrent plusieurs chansons de gestes, et qui est Bertrand de Bar-sur-Aube. Et donc, c'est ce que nous allons faire, et je commence par le point sur Turold, ou Turoldus, ou Turold probablement, parce qu'on le trouve dans un texte anglo-normand. Le Roland d'Oxford est un poème en dialecte anglo-normand, donc le U est un OU. Alors là, ce Turoldus apparaît au vers final, au vers 4002 de la chanson de Roland dans la version du manuscrit, du fameux manuscrit d'Igby 23 de la bibliothèque bodléienne d'Oxford. Et c'est un cas qui a passionné depuis, de façon continue, de la fin du XIXe siècle presque jusqu'à la fin du XXe siècle. Enfin, mettons jusqu'au milieu du XXe siècle, l'attention est très très vive là-dessus. Et alors, l'évidence, c'était que pour comprendre qui est ce Turold et quelle relation il entretient avec la chanson, il faut comprendre le vers dans lequel son nom apparaît. Or, ce n'est pas absolument simple. Ce vers est le dernier de la dernière lettre, c'est vraiment le dernier vers. Charlemagne est couché dans son lit après tant d'aventures et tant de souffrances, la mort de Roland et des 12 pères, le procès de Ganelon, sa difficile, son impossible condamnation, le duel judiciaire difficile qui finalement l'a vu mettre à mort. Et donc tout ça c'est fini, Charlemagne est enfin au lit, et il reçoit la vision de l'ange Gabriel qui lui ordonne de repartir à la rescousse du roi Vivien et des chrétiens assiégés dans la ville d'Inf par les païens. Et alors, l'empereur s'écrie que ma vie est douloureuse, il pleure, il tire sa barbe blanche, et c'est tout, c'est fini. À ce moment-là, vient le dernier vers. Alors, le Roland d'Oxford commence in medias res, contrairement à toutes les autres chansons de gestes, qui commencent, comme je l'ai dit, par écoutez, Seigneur, faites silence, que Dieu vous bénisse, vous allez entendre une belle chanson, elle n'est pas de folie, etc. Les vilains jongleurs ne la savent pas, mais moi, je le sais parce que je l'ai trouvée écrite dans telle église, parce que je l'ai entendu chanter à tel endroit, etc. C'était au début de l'été, et etc. La chanson de Roland commence, vous le savez, par Charles le Roi, notre grand empereur, a été 7 ans en Espagne, jusqu'en la mer, il a conquis la terre hautaine, il y a de cités qui résistent, il lui résiste, sauf Saragosse qui est sur une montagne, le roi Marsil la tient, qui n'aime pas Dieu, qui adore Mahomet et qui respecte Apollin, etc. Donc, un début in medias res, sans qu'on sache si c'est un effet poétique, style ballade allemande, style chanson populaire. Pour nous, cela agit comme cela, n'est-ce pas ? Après tout, cette version-là est peut-être tronquée. Il y avait peut-être une première strophe qui a disparu, nous n'en savons rien. Et de même, à la fin, ça se termine vraiment en queue de poisson. Si ça se terminait simplement sur la mort de Ganelon, bon, c'est fini. Mais là, Charlemagne est appelé à de nouvelles aventures. Et à ce moment-là, ça s'arrête. Alors pour nous aussi, c'est un effet poétique
merveilleux. Pour Charlemagne, c'était jamais fini. Et puis, c'est à suivre des romans feuilletons. Et puis, enfin, il y a toutes sortes de raisons de trouver ça épatant, mais on n'en sait rien. Et donc, voilà, cette dernière laisse, attendez, il faut que je reparcours. Voilà. Donc, les reis se couchent en sa chambre Voltis. Saint Gabriel de Pardieu lui vient dire, car le saumon les hôtes de ton pire. Enfin bon, c'est l'édition et la traduction dans la collection Lettres gothiques de Jan Short, est excellent. Le roi se couche dans sa chambre voûtée. Saint Gabriel de Pardieu vient lui dire, Charles, rassemble les armées de ton empire, de vive force tu iras dans la cité de Bire et secourras le roi Vivien à Inf, car les païens ont assiégé la cité, non, ça veut dire, et les chrétiens te réclament et t'appellent. L'empereur aurait voulu ne pas y aller. Dieu, dit le roi, comme dure est ma vie. Il pleure des yeux, il tire sa barbe blanche. Et si falte la geste que Turoldus décline. Ici, alors, il traduit, fini l'histoire que Turold fait connaître, mais pratiquement chaque mot peut avoir un autre sens. Donc, c'est assez difficile. Vous remarquez aussi que toute la laisse, c'est une laisse assonancée, que les deux derniers vers sont assonancés. Il y a un consonantisme en R, en N, ce ne sont pas des rimes, mais que cependant, la proximité phonétique des deux derniers vers est plus proche que celle des vers précédents. Le dernier vers n'est pas rajouté. D'ailleurs, je n'avais pas pris garde quand il l'avait publié dans ma collection. Jan Short a séparé le dernier vers, a laissé un espace. Mais tiens, d'ailleurs, je voulais vous scanner la laisse et vous la montrer, j'ai oublié. Mais enfin bon, dans le manuscrit, non. Le vers est soudé au précédent. Il fait partie de la laisse. Bon. Or, les quatre mots, les quatre derniers mots du vers sont tous susceptibles d'une pluralité d'interprétations. Bon. Ici se termine, si falte, bon. Mais se termine, ça veut dire, ici, se termine. Ici, oui, ici s'arrête, mais le sens littéral du mot n'est pas douteux, mais ça peut s'arrêter pour des tas de raisons, ça dépend de la suite. Et alors, ici s'arrête la geste. Alors, beau geste, chanson de geste. Vous savez que naturellement, c'est le mot latin gesta, mais à une époque où on n'entend plus enfin non, je dis des bêtises, puisque tout ça c'est la même longueur. Bon. Gesta, c'est un neutre pluriel, léo fait, et on l'a pris pour un féminin singulier. C'est un neutre pluriel comme templa, et on l'a pris pour un féminin singulier comme rosa. Et c'est pourquoi, en français, on dit la geste, et non pas les gestes. On a cru que c'était un féminin singulier. Bon. Alors, mais le sens est resté. Gesta, les actions dignes de mémoire, les hauts faits, etc. Bon. Mais les actions, ça peut être l'histoire que raconte le poème. Nous lisons dans la geste, lit-on quelquefois. Mais ça peut être la source du poème. Ça peut être, d'abord, ça peut être les actions eux-mêmes que le poème raconte. Cela peut être le récit, mais qui n'est pas le poème, qui est la source du poète. Ça peut être un autre poème dont le poème qu'on lit s'inspire. Ça peut être, enfin, comme on disait, le poème lui-même.
Donc, cela peut vouloir dire, ici s'arrête la source, soit le récit historique, soit le poème source. Et donc, je ne peux pas en raconter plus parce que, mais pour une raison accidentelle, pour n'importe quelle raison, ça s'arrête là. Hein. Mais ça peut vouloir dire, si c'est une déclaration d'autorité de l'auteur, ici s'arrête mon poème. Voilà. Et ce qui est à ce moment-là une sorte de renforcement, ce qui a poétiquement une toute autre valeur. Le roi danse à la fin de cette triste histoire. Le dernier vers qui raconte l'histoire montre le roi pleurer des yeux et tirer sa barbe blanche. Ici s'arrête mon poème. Mon poème s'arrête sur cette vision de ce roi vieux, fatigué, à la barbe blanche, sur lequel s'abattent sans cesse les épreuves et qui doit repartir, défendre à l'appel de Dieu. Et puis, donc, soit l'auteur qui revendique cette fin en queue de poisson, si je puis dire, soit le scribe qui constate que le texte qu'il a sous les yeux ne va pas plus loin, il dit je suis obligé de m'arrêter parce que ça ne va pas plus loin. Bon. Et l'incertitude sur le rôle de Turoldus, auteur ou scribe, tient à l'incertitude sur le sens de décliner, qui est un verbe rare. Et alors là, l'emploi est apparemment transitif. Ici, décline la geste, ici finit la geste que Turoldus décline. Il décline la geste. Bon. Et le présent pourrait indiquer soit que l'action est présente, c'est maintenant que Turoldus décline la geste, soit se situer dans une sorte d'intemporalité. Donc on est renvoyé, selon l'explication, à différents types de compositions, de rapports à l'écrit, de rapports au poème. Mais d'autre part, généralement, cet emploi transitif de décliner ce n'est pas un verbe fréquent, et l'emploi transitif est encore moins fréquent. Généralement, c'est un verbe intransitif. Nous employons décliner, pour nous aussi jusqu'à une époque récente, décliner s'employait le plus souvent intransitivement. Le soleil décline. Oh, j'ai rencontré le vieux monsieur machin, il décline. Mais on emploie décliner transitivement qu'en morphologie. On déclinait pour les cas d'un substantif ou d'un adjectif. On conjuguait un verbe, on déclinait un substantif. Alors maintenant, ça a changé parce qu'on décline en plusieurs couleurs une petite robe ou on décline en plusieurs moteurs une automobile. Donc, mais c'est un emploi tout à fait récent et que nous pouvons mettre entre parenthèses. Bref, à l'époque qui nous occupe, c'est généralement un intransitif. Et alors, ce n'est pas impossible parce que, en ancien français, que n'est pas seulement le relatif objet. Bon, j'ai encore un vocabulaire grammatical archaïque. C'est aussi la conjonction car. Car existe, mais
car a un autre sens, ça n'a pas un sens causal, c'est une sorte d'exhortatif, car me faites ceci ou cela, hein, et car causal, c'est que. Alors, je disais, ça peut signifier, ici se termine la geste, car Turoldus décline. Ça peut pas... Oui, mais décliner, ça n'a pas forcément le sens à ce moment-là. Il est vraiment... il est très, très fatigué, mais bon... Ça peut être ça. Enfin, ça peut être... Enfin, oui, ça peut être... mettons, ça peut être le scribe ou quelqu'un qui, effectivement, dans l'intemporalité, on peut tout imaginer, entend raconter ou chanter le poème, qui le transcrit, c'est très peu vraisemblable, et qui dit, voilà... il est fatigué. Ça peut vouloir dire moi-même, je suis fatigué, je m'arrête. Alors, c'est peu croyable, mais ça pouvait repartir ensuite. Nous avons des chansons de gestes dans lesquelles on lit de façon artificielle, puisque c'est écrit, bon, ben, je m'arrête là parce que je suis fatigué ou j'ai soif, j'ai besoin de boire un coup, etc. Je m'arrête. Bon. Et voilà, on peut. Il pouvait y avoir quelque chose de ce genre, et puis, dans une copie perdue, le poème reprenait ensuite. Et puis, voilà. Enfin, absolument tout peut s'imaginer. Bon. Et puis le nom même de ce Turoldus. Alors, Turold, c'est un nom normand. Ça ne fait pas de doute. Et d'ailleurs, on connaît des Turold en Normandie à cette époque-là. Enfin, normand au sens scandinave. La Normandie, l'arrivée, l'installation de Rollon est encore relativement récente, et bon, l'aristocratie de la région de Normandie est une aristocratie d'origine normande viking, n'est-ce pas? Enfin, on s'y perd comme dans Astérix et les Normands, où les Normands sont à la fois des vikings et puis des Normands, peut-être ben que non, ils mélangent les deux caractères. Et putain, un peu ça, probablement déjà. Enfin bref. Donc, Turold est un nom normand. Reste à expliquer, comme tous ces noms, Burgterult, etc., tous ces noms, pour nous typiquement normands avec des noms scandinaves. Alors, mais dans ce poème français, il apparaît avec une désinence latine. C'est la geste que Turoldus décline. Bon, ce Turoldus, à désinence latine, c'est vraisemblablement un clerc dont on latinise le nom, ou qui latinise le nom. Mais, après tout, n'importe quelle personne dont le nom apparaissait dans un acte juridique, dans une charte, n'importe où, voyait son nom, généralement, latinisé. Bon, ça ne dit pas tellement de choses quand même. Et puis, on ne peut rien en tirer parce que ça peut être un clerc, si c'est le scribe. Le scribe est un clerc. Il donne son nom sous sa forme latine. Si le nom était déjà dans le modèle, dans l'antigraphe, ben on repousse le problème. C'est pareil. On ne peut pas savoir si c'est le nom de l'auteur, si c'est le nom de l'auteur qui apparaît là, si c'est le nom de l'auteur qui apparaît dans l'antigraphe, si c'est le nom du scribe, dans un cas ou dans l'autre. Et
comme je le disais tout à l'heure, ici s'arrête, ça peut être la fin du poème ou ça peut être la fin de la source que le scribe est en train de copier. Alors, évidemment, les philologues qui n'ont rien de mieux à faire se battent sur tout et ils sont battus sur le nom de Turoldus et on a défendu toutes les positions. Bon. Et il y a eu en particulier, vers 1950, deux positions défendues par deux savants belges, l'une par Jules Oran, dans la chanson de Roland dans les littératures françaises et espagnoles du Moyen-Âge, Jules Oran étant traditionnaliste plutôt, et l'autre par Maurice Delbouille sur la genèse de la chanson de Roland. Maurice Delbouille était un individualiste, un bédiériste fanatique. Et alors, ils ont les deux, enfin leurs deux ouvrages sont intéressants parce que tous les deux font un état de la question. Et pour Oran, le dernier vers est bien une signature d'auteur, mais cet auteur ne serait pas le poète original, mais celui qui aurait décliné son œuvre d'une autre, qui se serait écarté de l'œuvre originale sans, dit-il, jamais la perdre de vue, sans en transformer le fondement et les contours, celui qui aurait soumis son modèle à certaines variations sans jamais la défigurer, le défigurer ou le détruire. Turoldus serait un remanieur, ce qui va avec la thèse traditionnaliste. Et pour Delbouille, Turoldus, qui répond d'ailleurs à Oran, ne peut être que la signature de l'auteur du poème. Et Delbouille tient mordicus à cela. Bon. Je vais m'arrêter pour laisser la parole à mon illustre hôte d'aujourd'hui, M. Vasco Graça Maura, mais j'ai encore deux mots à dire. Bon, je peux pas tous les. Une fois, j'étais tombé sur mes pieds à la fin de l'heure, mais ça n'arrive pas à tout coup, sur Turoldus, mais enfin, ce sera rapide. Et après quoi, nous verrons Jean Bodel et Bertrand de Bar-sur-Aube. Je vous remercie.